projet. Voilà, merci. D'autres questions? Je pense que les gens... On regarde toute la matinée. Il y a quand même une chose qui me semble importante, c'est que pour le développement rural, que ce soit au nord ou au sud, on est vraiment en train de changer complètement de mode d'intervention. Parce que avant, l'État donnait tout. Hein. Maintenant, l'Union européenne, par exemple, dit moi, j'ai 50%, mais vous devez mettre 50%, et surtout, vous devez initier une action particulière, ce qui suppose qu'il y ait une construction locale de projets. Et ça, je crois que c'est très important. Hein. Et les trois années de départ de Miredage, ça a été bien sûr pour expliquer à nos coopérations que vous disiez Jean-Berty tout de suite, mais ça a été surtout un travail de fond fait par l'ADD pour qu'il y ait petit à petit une initiative locale qui apparaisse. Et au bout de ces 3 ans, il y a une initiative locale qui apparaît et on peut commencer vraiment le vrai travail. Mais c'est ça qui change complètement les données des politiques de développement rural finalement et de leur mise en œuvre. Je crois que c'est toutes les dépenses propres de la Tunisie sur le plan. Un GAL qui avait été fait par la data. Alors la question est de savoir si ce guide il était valable pour la génération de leaders définis. Est-ce qu'il va être valable pour la génération à venir? Oui, mais c'est plus pour donner des idées. C'est ça que le sens de la question. Oui, c'était un territoire défini, un périmètre défini, qui a une stratégie territoriale, qui a des instances de décision et de programmation, et qui est un partenariat public-privé. C'est ça? Voilà. Sachant que ça, juste une précision, ça a été mis en place depuis 89, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la dimension temporelle, c'est-à-dire que ce qu'on nous présente là sur le leader, etc., c'est quand même un produit d'un processus, et le leader expérimental, etc., etc. C'est quand même pas une génération spontanée. Et dans le cadre d'un programme européen, voilà, avec un financement. Voilà ce que vous pouvez faire, et si vous le faites, voilà ce que je peux vous donner. Très directif. Ça, c'est... S'il vous plaît, oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est un limite. On le disait que les programmes leaders prévoient qu'on peut coopérer seulement avec les territoires qui sont organisés selon l'approche leader. Mais c'est vrai dans le même temps que ça va être plus flexible dans les projets de l'Europe. On va chercher toutes les caractéristiques. Mais si on a un troisième ou un quatrième partenaire, c'est plus facile à coopérer. Il y a déjà une coopération. Oui. Oui, C'est que c'est ça. Pas au cœur de notre problématique, les plantes médicinales et aromatiques. Nous, on fait sur le tourisme. Non, mais de l'expérience d'Irzod dans son ensemble, un peu finalement. Voilà. Si vous avez à refaire le projet Irzod, qu'est-ce que vous changerez? Comment vous opérez pour aller plus vite, quoi? Est-ce que ça a été théorisé? Ouais, c'est pas théorisé. Ou alors on peut demander à Sana, qu'est-ce que de ton évaluation tu penses tirer de l'enseignement pour un réseau, Comme premier élément qui sort de l'étude de ce projet, c'est qu'il a eu un avantage très important. Au-delà du projet lui-même, moi je trouve que c'est l'organisation des acteurs sur le territoire. C'est ça vraiment le plus de ce projet. Et que maintenant, tels qu'ils sont organisés, ils peuvent affronter n'importe quoi en quelque sorte. Ils peuvent faire un deuxième, un troisième Irzod ou autre chose. Mais ce qu'ils ont gagné, c'est ça, c'est cette organisation entre l'association elle-même, les autres associations sur le terrain, la population elle-même qui a compris qu'il fallait c'est elle qui propose, qui a adhéré Enfin, il y a eu un travail de coopération très important entre les membres de l'association et la population, qui maintenant porte le projet elle-même, qui fait des propositions, qui a envie d'avancer et d'aller de l'avant. Et puis, très important aussi, et ce qui n'est pas toujours évident, c'est que, surtout dans les pays du Sud, c'est le travail des services déconcentrés de l'État avec les associations.
Ça, c'est très important. Je crois que ça se fait d'une manière vraiment très bien maintenant dans le territoire de Birdèche et que ça pourrait donner des idées à d'autres territoires, notamment sur la façon de faire pour construire un partenariat de ce genre. Voilà. Moi, je voudrais ajouter une chose. Si vous voulez, c'est à propos des ressources locales. Birdèche, c'est l'archétype de la zone qui, a priori, n'a aucune ressource locale. Elle cumule sécheresse, montagne. C'est un pays sec, c'est un pays très aride, un relief très mal fichu pour toute activité agricole ou pastorale, hein, un exode très fort et donc une population. Donc tout est négatif au départ. Et en fait, dans une zone où tout est négatif, on s'aperçoit, quand la population s'y met et quand il y a un travail important fait par une association, hein, eh bien, qu'il y a des ressources. Et des ressources qui sont valorisables et qui... Des présentations et surtout pouvoir vous permettre d'amorcer le travail en groupe qui va être organisé selon des modalités qui vous seront présentées après. Alors, d'après ce qu'on a entendu ce matin, les points forts de la coopération Nord-Sud se situent à différents niveaux. Je ne les ai pas mis dans l'ordre volontairement. Le premier point, c'est que ça permet d'accéder plus facilement à l'information. Comme dans tous les réseaux et les coopérations, donc il y a cette possibilité qui est offerte, notamment pour les pays du Sud, de pouvoir accéder à des informations complémentaires. Nos amis italiens ont soulevé aussi le fait que ça permet d'expérimenter des nouvelles formes de travail. Or, dans vos pays, comme on a vu les présentations, vous êtes tous en train de changer, de modifier, d'améliorer, de corriger, d'enrichir la manière de travailler de la société civile en lui donnant un rôle plus ou moins important, plus ou moins un cadre juridique plus ou moins clair. Mais en tous les cas, il y a du changement qui s'opère et donc cette coopération vous permet d'introduire des nouvelles formes de travail et d'avoir j'allais dire une caution, mais ce n'est pas le mot, d'avoir un appui, en quelque sorte, un accompagnement dans ces changements. Intéressant à soulever parce que ça vous permet de donner, et c'est aussi un point qui est noté là, plus d'envergure aux actions que vous entreprenez localement en travaillant avec d'autres associations ou avec d'autres territoires. Donc c'est un avantage qui est offert aux actions locales qui sont la valorisation des produits locaux. Ça a été souligné fortement par nos amis de l'Hérault. C'est aussi le fait de s'ouvrir à cette coopération vous permet de donner un potentiel supérieur à ce qu'ont actuellement les produits, même lorsqu'ils sont déjà valorisés. Amorcer des actions innovantes et pouvant s'amplifier par la suite, ça paraît aussi, cette coopération est une porte ouverte à des opportunités d'innovation qui peuvent ensuite faire boule de neige en quelque sorte pour pouvoir donner encore plus d'ampleur aux activités entreprises. Accéder à des technologies nouvelles qu'il s'agit évidemment de filtrer, d'adapter lorsqu'on les approprie. Et d'une manière plus générale, pouvoir se retrouver, se comprendre en harmonisant le langage et les procédures.